Pas pour cuisiner pour son mari, mais parce qu'elle rêvait de l'Italie et pensait que c'était un premier pas. Pendant les cours, elle a rencontré des personnes intéressantes. Elle a parlé de voyages, de rêves, de la vie au-delà des obligations domestiques. Quand elle rentrait à la maison, les yeux pétillants, racontant les recettes apprises, les histoires entendues, les projets en tête, son mari, habitué à n'entendre parler que de factures, d'enfants et de problèmes ménagers, était intrigué par cette nouvelle version de son épouse. Le deuxième pas est d'apprendre à dire non sans culpabilité. Combien de fois acceptez-vous de faire quelque chose que vous ne voulez pas, juste pour éviter un conflit? Combien de fois placez-vous les besoins de tous avant les vôtres? Se rendre indispensable inclut aussi l'instauration de limites saines. Ce n'est pas devenir égoïste ou insensible. C'est reconnaître que vous avez droit à votre propre temps, votre propre énergie, vos propres ressources. Un couple équilibré repose sur la réciprocité, pas sur un sacrifice unilatéral. J'ai rencontré Célie, 53 ans, qui n'avait jamais passé un week-end loin de son mari en 25 ans de mariage. Un jour, une amie l'a invitée à un week-end de yoga dans une ville voisine. Célie voulait y aller, mais se sentait coupable rien qu'à l'idée de laisser son mari seul 2 jours. Nous avons parlé de cette culpabilité et elle a compris qu'elle infantilisait son mari, comme s'il était incapable de se débrouiller seul pendant 48 heures. Elle a décidé d'y aller. Et vous savez quoi? Non seulement il a survécu, mais il a découvert qu'il était parfaitement capable de gérer ses affaires. Mieux encore, à son retour épanoui et ressourcé, il a réalisé qu'elle lui avait manqué d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pas d'une personne qui prenait soin de lui, mais de la femme qu'il avait choisie pour partager sa vie. Un autre aspect fondamental pour se rendre indispensable est de cultiver votre estime de vous et votre apparence. Je ne parle pas de superficialité ou de standards impossibles de beauté, mais de prendre soin de vous avec le même amour que vous offrez aux autres. Quand vous vous arrangez soigneusement pour sortir avec lui, quand vous vous regardez dans le miroir avec satisfaction, quand vous achetez un vêtement joli pour vous-même, pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le méritez. C'est là la différence entre négligence et estime de soi. Thérèse, 54 ans, avait cessé de prendre soin d'elle-même depuis si longtemps qu'elle ne se reconnaissait plus. Vêtements usés, cheveux négligés, sans maquillage, sans parfum. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « À quoi bon? Mon mari ne remarque même plus. » Et voilà le problème. Elle ne se remarquait plus non plus. Prendre soin de votre apparence n'est pas de la vanité, c'est de l'estime, de soi. C'est dire au monde et à vous-même « Je vaux de l'importance, je mérite attention et soin. » Quand vous vous sentez belle, cela se reflète dans votre posture, votre façon de parler, votre interaction avec les autres. Et, devinez quoi? Quand vous commencez à vous valoriser, les gens autour de vous font de même. Cela inclut votre mari. Il peut ne pas remarquer consciemment que vous vous prenez en main, mais il sentira qu'il y a quelque chose de nouveau en vous, quelque chose d'attirant. Je dois faire une pause pour aborder un sujet délicat. Tous les mariages ne peuvent pas être sauvés. Parfois, le problème n'est pas que vous ne savez pas vous rendre indispensable, mais que vous essayez de l'être pour quelqu'un qui a déjà décidé, consciemment ou non, de ne plus être marié. J'ai accompagné Sonia, 56 ans, qui a essayé tout ce que nous venons de décrire. Elle a recommencé à se soigner, à développer de nouveaux centres d'intérêt, à poser des limites saines, à créer une vie personnelle riche et intéressante. Et devinez quoi? Elle a constaté que son mari n'était pas du tout intéressé par sa nouvelle version. En fait, il semblait dérangé par ces changements, comme s'il préférait l'ancienne version soumise. Dans ce cas, se rendre indispensable a servi un but encore plus important. Montrer à Sonia qu'elle méritait bien plus que ce qu'elle recevait. Elle a découvert qu'elle pouvait être heureuse seule, qu'elle avait beaucoup à offrir au monde, que sa vie ne devait plus tourner autour de quelqu'un qui ne la valorisait pas. Chère amie, quand vous entamerez ce chemin, soyez prête à accueillir n'importe quel résultat. Il se peut que votre mari se réveille et redécouvre la femme incroyable que vous êtes.
Mais il se peut aussi que vous réalisiez que vous méritez un amour plus généreux, plus présent, plus réciproque. Et c'est parfaitement acceptable. Parfois, se rendre indispensable nous apprend que nous n'avons pas besoin de rester où nous ne sommes pas désirés. Parfois, se rendre indispensable nous donne le courage de choisir nous-mêmes. Maintenant, parlons de la résistance que vous pourriez rencontrer. Car quand vous commencerez à changer, à occuper votre propre espace, il est probable que votre mari vous oppose une certaine résistance, confusion, irritation, voire sabotage pour vous ramener à l'état précédent. Lucie, 52 ans, m'a raconté que lorsqu'elle a commencé à sortir seule le week-end pour ses activités, son mari créait des problèmes de dernière minute, prétendait être malade ou faisait des caprices comme un enfant. Il était habitué à une Lucie toujours disponible et ne savait pas comment réagir face à celle qui menait désormais une vie autonome. Il est essentiel de comprendre que cette résistance est normale. Pendant des années, vous avez installé une dynamique dans laquelle vous vous adaptiez, vous renonciez, vous étiez toujours là. Quand vous modifiez cette dynamique, un inconfort initial est inévitable. La clé est de maintenir fermement vos nouvelles limites sans agressivité ni défensive. Expliquez calmement vos changements, mais ne demandez pas la permission de vivre votre vie. Vous êtes une adulte, une personne libre, et vous avez le droit de décider de votre temps et de votre énergie. Une phrase que j'enseigne souvent à mes patientes. Mon amour, je t'aime beaucoup, mais j'ai aussi besoin d'aimer moi-même. Simple, clair et impossible à contester. Autre point crucial. Ne transformez pas vos nouvelles activités en armes contre lui. Ne partez pas dans le but de punir ou de susciter de la jalousie. Agissez parce que vous en avez envie, parce que cela vous fait du bien, parce que vous méritez une vie riche et intéressante. La différence est subtile, mais fondamentale. Quand vous faites quelque chose pour provoquer sa réaction, vous placez encore votre vie au centre de la sienne. Quand vous faites quelque chose simplement parce que cela vous appartient, vous vous placez au centre de votre propre vie, exactement là où vous devriez être. Abordons maintenant l'importance de la communication dans ce processus. Se rendre indispensable ne signifie pas devenir mystérieuse ou émotionnellement indisponible. Cela signifie avoir une vie suffisamment riche pour que votre présence soit un choix, pas une obligation. Carmen, 51 ans, m'a donné une belle leçon. Docteur, avant j'attendais mon mari pour avoir quelqu'un à qui parler. Ma vie était vide, je n'avais rien d'intéressant à raconter. Maintenant, quand il rentre, j'ai des histoires, des expériences, des choses qui m'ont enthousiasmé dans la journée. Nos conversations sont bien plus riches. Voilà, la différence entre un manque sain et un manque manipulateur. Quand vous avez une vie propre intéressante, vous devenez naturellement plus intéressante. Vous n'avez pas besoin de feindre le mystère ou de créer du drame. Vous avez simplement plus de profondeur, plus de couches à partager, et voici quelque chose qui peut sembler contradictoire, mais qui est essentiel. Quand vous apprenez à vous rendre indispensable de manière saine, vous apprenez aussi à être présente de manière plus intense. Car quand vous n'êtes pas désespéré d'obtenir son attention, quand vous n'êtes pas en manque de validation, vous pouvez offrir une attention de qualité quand vous êtes ensemble. Au lieu d'une relation de dépendance, vous créez une relation d'interdépendance. Et saine, deux personnes complètes qui choisissent de partager leur vie parce que cela enrichit l'expérience de chacune. Abordons maintenant peut-être l'aspect le plus difficile de ce parcours, la peur. Peur qu'il n'aime pas la nouvelle vous, peur qu'il préfère une version plus soumise, peur de découvrir des vérités sur votre couple que vous n'êtes pas prête à affronter. Angèle, 57 ans, m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. Docteur, j'ai peur d'être moi-même. Et si cette moi-même n'est pas suffisante pour lui? Cette phrase résume le drame de millions de femmes qui ont passé des décennies à se conformer à leur partenaire, perdant de vue qui elles étaient vraiment. Mais voici la vérité. Si vous, étant authentiquement vous-même, n'êtes pas suffisante pour lui, alors lui n'est pas suffisant pour vous. Un homme qui vous aime uniquement quand vous êtes effacé ne vous aime pas. Il aime avoir quelqu'un de pratique,
dans sa vie. L'amour véritable célèbre votre individualité, encourage vos rêves, soutient votre croissance. L'amour véritable ne vous diminue pas, il vous élève. Si vous êtes avec quelqu'un qui a besoin que vous soyez petite pour se sentir grand, vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, vous êtes dans une relation de pouvoir. Cela nous mène à un point crucial. Parfois, apprendre à se rendre indispensable révèle que nous tentions de sauver quelque chose déjà mort depuis longtemps. Parfois, nous nous accrochons à l'illusion d'un mariage en vivant comme deux étrangers partageant le même toit. Je sais que cela peut faire peur. Après tant d'années ensemble, réaliser que vous n'êtes peut-être plus compatibles peut sembler dévastateur. Mais pensez, n'est-il pas préférable de découvrir la vérité et d'avoir la chance de prendre des décisions conscientes, plutôt que de continuer à vivre dans une illusion qui vous rend malheureuse? Béatrice, 59 ans, est venue me voir après 35 ans de mariage parce qu'elle se sentait devenue une étrangère pour elle-même. Au fil de notre travail, elle a redécouvert ses goûts, ses passions, ses rêves. Et elle a réalisé qu'elle avait tellement changé depuis ses 24 ans, alors que son mari, lui, était resté figé, même goût, mêmes opinions, même vision du monde. Il n'avait pas évolué, pas grandi, pas laissé la vie le transformer. Béatrice a compris qu'ils s'étaient séparés, non pas par conflit, mais par stagnation. Dans ce cas, se rendre indispensable a servi à montrer qu'il était peut-être temps de prendre des chemins différents. Et c'est acceptable. Parfois, le plus grand acte d'amour est de reconnaître que deux personnes ont pu être parfaites l'une pour l'autre à une époque, mais ne le sont plus pour la phase actuelle. Cela ne signifie pas que les années passées ensemble ont été vaines. Cela signifie qu'elles ont été un chapitre important de votre histoire, mais pas nécessairement le dernier. Revenons au cas où le mariage peut être renouvelé, car souvent, ce qu'il faut laisser mourir n'est pas la relation, mais la dynamique malsaine installée au fil des ans. Fernande, 54 ans, m'a raconté une belle transformation. Elle et son mari, mariés depuis 30 ans, étaient tombés dans une routine mortelle. Ils travaillaient, elle s'occupait de la maison, ils ne parlaient presque plus, leur vie sexuelle avait disparu. Ils passaient les week-ends devant la télévision en silence. Quand Fernande a commencé à se construire une vie propre, repris ses études, noué de nouvelles amitiés, voyagé seule vers des destinations rêvées, son mari a d'abord été déstabilisé. Mais peu à peu, il a constaté qu'il n'avait pas vu son épouse si vivante, si captivante, si désirable depuis longtemps. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a commencé à s'interroger sur sa propre vie. Il a réalisé qu'il s'était lui aussi installé, qu'il avait cessé de grandir, de rêver, de se challenger. Inspiré par la transformation de sa femme, il a lui aussi cherché ses passions et ses intérêts. Le résultat, ils se sont redécouverts en tant que personne et par conséquent en tant que couple. Ils ont retrouvé la parole, la curiosité l'un pour l'autre, des projets communs, mais désormais fondés sur deux individualités fortes, non sur deux personnes vides cherchant à se compléter. Voilà le pouvoir d'un manque sain. Il ne s'agit pas de créer de la distance pour la distance, mais de créer de l'espace pour que chacun s'épanouisse, afin que, lorsque vous vous retrouviez, vous ayez quelque chose de véritable à offrir. Maintenant, je veux que vous imaginiez comment serait votre vie si vous appliquiez tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Imaginez-vous rentrant chez vous après une journée vraiment vôtre, où vous avez fait des activités qui vous ont comblé, où vous avez rencontré des gens intéressants, où vous avez été vous-même. Imaginez-vous vous regardant dans le miroir et aimant la femme qui vous y fait face. Imaginez-vous avoir des sujets passionnants à partager, de l'énergie à donner parce que vous vous êtes nourri émotionnellement. Imaginez-vous désirer, non pas parce que vous êtes toujours disponible, mais parce que vous êtes réellement intéressante et attirante. Cette femme que vous imaginez n'est pas un fantasme, c'est vous. C'est celle que vous avez toujours été sous toutes les couches de conditionnement social qui vous ont appris qu'une bonne épouse doit se sacrifier sans fin pour sa famille. Je vais vous confier un secret.
Les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui se sacrifient pour eux. Ils sont attirés par les femmes qui ont leur propre vie, qui sont indépendantes, qui ont une forte personnalité, qui sont intéressantes par elles-mêmes. Le sacrifice constant ne suscite pas la gratitude, il suscite le mépris, même si ce mépris est inconscient, même s'il n'est jamais avoué. Quand vous vous annulez pour plaire, l'autre cesse de vous voir comme une égale et vous considère comme inférieur. C'est pourquoi se rendre indispensable est si puissant, parce que vous redevenez l'égal, la femme désirable, la personne intéressante qu'il a eu la chance de conquérir, non la personne désespérée dont il fait un service en restant à ses côtés. Parlons maintenant de stratégies concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. 1. Arrêtez d'être toujours disponible. Cela ne signifie pas devenir négligente ou négliger vos responsabilités, mais avoir votre propre agenda, vos propres engagements, vos propres moments. Quand il vous sollicite et que vous êtes occupé, dites simplement « Chérie, je suis en train de faire X. On peut en reparler dans 1 heure. » Et tenez-vous-y. 2. Développez des centres d'intérêt qui ne l'incluent pas. Cela peut être modeste, un cours en ligne, un club de lecture, des cours de danse, du bénévolat. L'essentiel est que ce soit quelque chose qui vous connecte à d'autres personnes et d'autres expériences. 3. Prenez soin de votre apparence comme si vous rencontriez l'amour de votre vie chaque jour. Parce que vous êtes l'amour de votre propre vie et que vous méritez de vous sentir belle pour vous-même. 4. Ayez des projets personnels. Quelque chose que vous voulez atteindre, apprendre, construire. Cela peut être simple. Apprendre une nouvelle recette chaque semaine, lire un livre par mois, organiser un album photo. L'important est d'avoir quelque chose qui vous appartienne, qui vous procure un sentiment de progrès et d'accomplissement. 5. Exercez-vous à dire non sans explication superflue. Non est une phrase complète. Vous n'avez pas à justifier chaque décision que vous prenez sur votre propre vie. Mais souvenez-vous, ces changements doivent être authentiques. Si vous les entreprenez uniquement pour manipuler sa réaction, cela ne fonctionnera pas. Les gens perçoivent l'authenticité. Agissez parce que vous méritez une vie riche et intéressante, pas comme une stratégie pour attirer l'attention. Nous arrivons maintenant à un point qui peut être le plus difficile. Accepter que se rendre indispensable peut révéler que vous méritez bien plus que ce que vous obtenez. Vous pouvez découvrir que vous êtes plus forte, plus intéressante, et plus capable que vous ne le pensiez. Vous pouvez comprendre que votre bonheur n'a pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre. Je me souviens de Grace, 53 ans, qui m'a dit après quelques mois de ce travail « Docteur, j'ai commencé ce processus pour que mon mari me valorise davantage. Mais finalement, j'ai appris à me valoriser moi-même. Et tout a changé. Parce que quand vous vous valorisez vraiment, vous attirez naturellement des personnes qui vous valorisent aussi. Et si quelqu'un ne vous valorise pas, vous avez la force de choisir de partir plutôt que de mendier des miettes d'affection. Cela ne signifie pas que vous devez quitter votre mariage sur le champ. Cela signifie que vous devez avoir la possibilité de choisir de rester, non l'obligation de rester. Il y a une grande différence entre « je choisis de rester avec toi parce que notre vie ensemble est belle » et « je dois rester avec toi parce que je ne sais pas vivre seul ». La première est de l'amour, la seconde est de la dépendance. Et la dépendance, à long terme, étouffe l'amour et transforme les relations en prisons émotionnelles. Vous pensez peut-être « Docteur, j'ai plus de 50 ans, n'est-il pas trop tard pour tout cela ?» Laissez-moi vous parler de Myriam, qui est venue me voir à 62 ans. Mariée à 19 ans, n'ayant jamais travaillé à l'extérieur, elle avait consacré toute sa vie adulte à être épouse et mère. À 62 ans, avec ses enfants indépendants, elle se sentait perdue, invisible aux yeux de son mari. « Docteur, je sens que j'ai gâché ma vie. Je n'ai jamais découvert qui j'étais en dehors de ce rôle, et maintenant, il est trop tard. » Myriam pleurait, portant des décennies de regrets et d'autodénigrement. Mais devinez ce qui s'est passé.
À 62 ans, Myriam a découvert sa passion pour le jardinage. Elle a commencé modestement, avec quelques plantes dans son appartement. Puis elle s'est inscrite à un cours de paysagisme. Elle a rencontré des personnes partageant son intérêt. Elle a proposé ses services de conseil en jardinage à ses voisins. À 65 ans, elle dirigeait une petite entreprise de consultation en jardinage et se sentait plus vivante et épanouie que jamais. Et son mari, après des années à voir une Myriam apathique et déprimée, il a soudain rencontré une femme rayonnante, parlant de projets, de clients, de plantes, de rêves pour l'avenir. Pour la première fois en des années, il s'est sincèrement intéressé à sa vie. Il lui posait des questions, soutenait ses projets, était fier de ses réussites. Myriam m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se découvrir, jamais trop tard pour commencer à vivre sa propre vie, jamais trop tard pour manquer à quelqu'un, y compris à vous-même. À 50, 55, 60 ans, vous avez encore des décennies devant vous. Des décennies qui peuvent être les meilleures années de votre vie, si vous choisissez de vivre avec intention, avec but, avec amour-propre. L'âge n'est pas une prison, c'est une libération des attentes des autres, du besoin de plaire à tout le monde, pour enfin être qui vous avez toujours été au fond de vous. Les femmes mûres ont souvent plus de facilité à se rendre indispensables de manière saine, car elles ont déjà traversé la phase de prouver quelque chose au monde. Elles ont plus de sagesse, plus d'expérience, plus de clarté sur ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas à rivaliser avec des femmes plus jeunes. Vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas, la profondeur, l'expérience, la sagesse, les histoires qu'un seul temps de vie peut offrir. Mais pour accéder à cette richesse intérieure, il faut cesser de vous dévaloriser. Cessez de croire que votre valeur diminue avec l'âge. Cessez de penser que vos meilleures années sont derrière vous. Vos meilleures années sont maintenant, dans le présent, prêtes à être vécues dès que vous déciderez que vous méritez d'être heureuse, valorisée, manquée dans la vie de ceux qui comptent vraiment. Parlons maintenant de la différence entre se rendre indispensable et devenir problématique. Certaines femmes, en découvrant ce concept, tombent dans l'excès. Elles deviennent difficiles, dramatiques, exigeantes. Elles confondent se rendre indispensable avec provoquer des conflits. Se rendre indispensable de manière saine, c'est être si intéressante et précieuse que votre présence enrichit la vie des autres. Se rendre indispensable de manière problématique, c'est être si compliqué que les gens ressentent un soulagement quand vous n'êtes pas là. La différence réside dans l'intention et l'énergie. Quand vous investissez vraiment en vous-même, construisez une vie riche et intéressante, vous rayonnez une énergie positive, contagieuse. Les gens veulent être près de vous parce que vous les inspirez, les divertissez, les faites se sentir bien. Quand vous cherchez simplement à attirer l'attention ou à punir quelqu'un avec votre absence, vous dégagez une énergie négative, manipulatrice. Les gens peuvent réagir, mais pas comme vous l'espérez. Rappelez-vous, le but n'est pas de rendre sa vie difficile, mais de rendre la vôtre si intéressante qu'il voudra naturellement en faire partie. Abordons enfin un sujet délicat, la sexualité. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans ressentent qu'elles ne sont plus désirées par leur mari, et cela mine profondément leur estime de soi et leur sentiment de valeur dans la relation. Christine, 52 ans, est venue pour cette raison. « Docteur, cela fait plus d'1 an que mon mari ne m'invite pas. Je me sens vieille, moche, jetable, j'ai l'impression qu'il ne me désire plus et cela me détruit. » La première chose que je lui ai dite, votre sensualité n'a pas de date d'expiration. Votre capacité à être désiré ne diminue pas automatiquement avec l'âge. Mais votre capacité à vous désirer, à vous aimer, à prendre soin de vous, celle-ci peut s'émousser et cela se répercute dans la manière dont les autres vous perçoivent. Quand vous cessez de prendre soin de vous sentir sensuel, d'avoir confiance en votre beauté, cela se voit dans votre style vestimentaire, votre démarche, votre relation à votre propre corps. Se rendre indispensable inclut aussi de renouer avec votre sensualité. Je ne parle pas de vous habiller comme une adolescente ou de tenter de paraître 20 ans de moins,
mais de vous reconnecter à votre féminité mûre, puissante, assurée. Une femme de 50 ans sensuelle a un atout qu'une fillette de 20 ans n'a pas. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, elle n'est pas désespérée de plaire, elle ne doute pas de sa valeur. Cette confiance est incroyablement attirante. Christine a commencé par se reconnecter à son corps. Elle a fait du sport, non pas pour perdre du poids, mais pour se sentir forte et vivante. Elle a porté des vêtements qui lui plaisaient, pas seulement des tenues confortables. Elle s'est offert de petits plaisirs, s'est regardée dans le miroir avec bienveillance au lieu de se critiquer. Et devinez quoi? Quand elle a cessé de supplier de l'attention sexuelle et a commencé à rayonner sa propre sensualité, quand elle n'était plus désespérée mais désirable, la dynamique a changé du tout au tout. Car voici une vérité difficile à accepter. Personne ne désire quelqu'un qui ne se désire pas. Personne ne trouve attirante une personne qui ne croit pas en sa propre beauté. Votre relation à vous-même est le miroir de la façon dont les autres vont vous traiter. Si vous vous traitez avec indifférence, si vous vous négligez, si vous vous dénigrez constamment, vous enseignez aux autres à faire de même. Mais lorsque vous vous traitez avec amour, prenez soin de vous, vous montrez aux autres comment vous traitez. Cela nous amène à un point crucial, l'importance du langage intérieur. Comment vous parlez-vous? Comment évoquez-vous votre âge, votre corps, vos capacités? Si vous répétez « je suis vieille, je suis moche, je ne sers et plus à rien, mes meilleures années sont passées », vous programmez non seulement votre esprit, mais aussi celui de votre entourage pour vous voir ainsi. Commencez à transformer votre discours intérieur. Remplacez « je suis vieille » par « je suis expérimentée », « je suis moche » par « je suis épanouie », « je ne sers à rien » par « je découvre de nouveaux talents ». Les mots ont du pouvoir. Ils créent la réalité. Peut-être vous dites-vous « Docteur, tout cela semble trop de travail. Je suis déjà épuisé. N'est-il pas plus facile d'accepter la situation ?» Je comprends cette lassitude. Après des années à tout donner, l'idée d'un nouvel effort peut sembler décourageante. Mais la différence est que tout ce dont nous parlons n'est pas un travail pour les autres, c'est un investissement en vous-même. Pour la première fois depuis des décennies peut-être, je vous demande de faire quelque chose pour vous, pas pour lui, pas pour les enfants, pas pour la famille, pour vous. Et cela ne devrait pas être une contrainte, mais une libération. Quand vous investissez en vous, prenez soin de vous, développez vos talents et vos intérêts, vous ne le faites pas pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Vous le faites parce que vous méritez une vie riche, intéressante et satisfaisante. Si cela améliore votre mariage, tant mieux. Si cela vous révèle que vous méritez mieux, tant mieux aussi. Dans tous les cas, vous en sortez gagnante. Maintenant, parlons d'un aspect crucial, la culpabilité. Beaucoup de femmes ressentent de la culpabilité quand elles commencent à s'investir pour elles-mêmes. Culpabilité de passer du temps pour soi, de dépenser de l'argent pour soi, de ne pas être disponible à 100% tout le temps. Cette culpabilité est un conditionnement social. On vous a appris que la bonne femme se sacrifie pour les autres, que prendre soin de soi est égoïste, que votre valeur se mesure à ce que vous offrez aux autres. Mais c'est un mensonge destructeur qui maintient les femmes dans l'insatisfaction et les relations déséquilibrées. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas construire de relations saines à partir du vide intérieur. Quand vous prenez soin de vous, vous avez plus d'amour à donner, plus d'énergie à offrir. Vous devenez une meilleure personne à côtoyer. Donc, chaque fois que la culpabilité surgit, rappelez-vous, prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Responsabilité envers votre bonheur, votre épanouissement, votre vie. Et nous arrivons à ce moment décisif. Vous demandez sincèrement s'il existe encore de l'amour et du désir mutuel de reconstruire votre mariage, ou si vous êtes seul à essayer de le sauver. Cette question peut faire peur, mais elle est nécessaire, car il ne sert à rien de vous transformer, de grandir, de vous épanouir si, de l'autre côté, il n'y a personne prêt à évoluer avec vous. Un couple sain nécessite l'engagement des deux parties, volonté d'évoluer, d'investir dans la relation.
Si une seule personne fait tout le travail, ce n'est pas un couple, c'est une personne portant les deux. Alors, après avoir mis en place les changements dont nous avons parlé, observez sa réaction. Montre-t-il un réel intérêt pour la nouvelle vous? Pose-t-il des questions sur votre vie? Soutient-il vos projets? Recherche-t-il une connexion plus profonde? Ou bien se sent-il menacé par vos changements? Tente-t-il de vous saboter? Vous fait-il culpabiliser pour votre épanouissement? Sa réaction vous dira tout ce que vous devez savoir sur l'avenir de votre couple. Et quelle qu'elle soit, vous aurez gagné quelque chose d'inestimable. La clarté pour prendre des décisions conscientes sur votre vie. S'il répond positivement, vous avez une vraie chance de reconstruire votre mariage sur des bases plus saines et équilibrées. S'il réagit négativement, vous aurez la force et l'estime de vous nécessaires pour choisir ce qui préserve votre bonheur. Dans tous les cas, vous ne serez plus une victime impuissante, mais une femme épanouie, avec des choix et une conscience de votre valeur. Et maintenant, nous voilà à la fin de cette conversation, mais en réalité au début de votre voyage de redécouverte. Imaginez un instant votre vie dans un an, si vous embrassiez vraiment tout ce dont nous avons parlé. Imaginez-vous vous regardant dans le miroir et souriant à la femme que vous voyez. Imaginez une agenda rempli d'activités qui vous comblent. Imaginez rentrer chez vous chaque jour radieuse parce que votre journée vous a appartenu. Imaginez être recherchée et désirée parce que vous êtes devenue réellement intéressante et attirante. Cette femme que vous imaginez n'est pas une illusion, c'est vous. C'est qui vous avez toujours été sous toutes les couches de conditionnement et de sacrifice. Voici un secret. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Vous n'avez pas besoin de vous annuler pour être acceptée. Vous n'avez pas besoin de supplier pour manquer. Il vous suffit d'être vous, la version la plus authentique, la plus épanouie, la plus lumineuse de vous-même. Le monde attend de rencontrer cette femme incroyable que vous êtes. Votre mari attend de redécouvrir cette femme fascinante qu'il a choisie un jour. Et surtout, vous attendez de vous retrouver. Le voyage commence maintenant. La vie que vous méritez vous attend. Je serai là pour vous soutenir, croire en votre potentiel, célébrer chaque pas que vous ferez vers votre bonheur, car vous méritez de manquer, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse, et avant tout, vous méritez d'être vous.